Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'ai le plus grand plaisir à vous accueillir dans une nouvelle vidéo pour deux threads qui sont terrifiants. Les deux threads sont de type rationnel, pas de paranormal aujourd'hui. Le premier est assez long quant au deuxième qui est un petit peu plus court. Et comme à mon habitude, eh bien là, l'histoire que j'ai préférée, c'est un petit peu le rituel de mes vidéos. Celle que j'ai préférée, c'est je dirais les deux. En vérité, j'ai kiffé les deux, mais si je dois en choisir une, je dirais quand même la deuxième parce que, eh bien, la deuxième est racontée par ma copine. Alors, c'est moi qui va vous la raconter, mais ça vient de ma copine, c'est une histoire qu'elle a vécue. Du coup, petit coup de cœur parce que c'est ma copine, mais aussi parce que je suis sûr à 1000% que c'est une histoire vraie. Vous le savez maintenant avec cette chaîne, je préfère quand je sais que les histoires sont vraies. Petite parole avant de commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. J'espère bien que l'année 2026 va bien se passer pour vous et j'espère que l'année 2025 a été bien, mais que celle-ci, la 2026, va être encore mieux que la précédente. J'espère que vos projets vont soit s'améliorer, soit grandir, soit se concrétiser. Et puis je vous souhaite à tous du succès, de la richesse, mais surtout de la santé pour vous et vos proches. C'est le plus important, à chaque fin de vidéo, je vous le souhaite. La santé pour vos proches, faites attention à vos proches, c'est le plus important. Et puis j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous avez chéri les moments que vous avez passé avec vos proches, c'est le plus important, encore une fois. Et puis voilà, dites aux gens que vous les aimez, dites à vos proches que vous les aimez, c'est important, on sait pas de quoi demain est fait, donc voilà. On est parti pour la première histoire. Alors pour cette première histoire, on n'a pas de prénom. On n'a pas d'âge et on n'a pas de date. En fait, on n'a pas vraiment de détails, c'est assez flou. Mais vous allez voir, elle ne reste pas moins terrifiante. Tout commence avec l'idée d'un des amis de notre écrivain du jour que l'on va appeler Mathieu. Son ami donc, qu'on appellera lui Joe, qui propose donc à Mathieu de faire du camping sauvage dans un bois près de chez eux. Il nous précise que quand ils étaient petits, ils avaient l'habitude de faire du camping sauvage. C'est pas vraiment nouveau. Mais que finalement, ils ont arrêté petit à petit d'en faire, comme lui l'a décrit, par la force des choses. On se doute que ce sont les aléas de la vie, les responsabilités qui nous incombent petit à petit qui ont fait que pour eux, ils ont délaissé un petit peu cette activité. De leur côté, Mathieu explique qu'ils se sont un peu éloignés à la fin de leurs études respectives. Ils se sont donc dit, et à raison au premier abord, que ce serait de bonnes retrouvailles que de refaire une petite session de camping en forêt, à l'ancienne quoi. Ils appellent un autre ami que l'on va appeler Alan pour faire donc du camping à 3. Il y a donc notre héros du jour Mathieu avec son ami Joe et maintenant notre nouvel ami Alan. Ils vont partir donc tous les trois pour rappel. C'est donc à 3 qu'ils ont commencé à organiser leur petite sortie. Chaussures de randonnée, tentes, pierres à feu, packs de bière et autres. Absolument rien n'est laissé au hasard et ils font en sorte de ne rien oublier pour passer la soirée la plus inoubliable possible. Le jour J arrive enfin. Nos trois amis partent en voiture jusqu'à arriver à un spot pour garer cette dernière et ils finissent le chemin à pied avec tout leur stuff dans les bois afin de trouver un petit coin sympa pour s'installer. Pour se situer un petit peu plus, redonner un petit peu de contexte pour avoir une meilleure immersion, Mathieu nous précise qu'à ce moment-là, il est à peu près 17h. Et bien cette histoire se passe en été, donc 17h en été, il fait parfaitement jour et ils ont quelques heures devant eux afin de trouver le spot parfait pour s'installer. Maintenant remise dans le contexte fait, on est parti. Mathieu, Alan et Joe parcourent donc le sentier et une première chose étrange leur saute aux yeux, ou du moins leur saute au cerveau. Oui, parce qu'après une quinzaine de minutes à marcher, ils ont tous les trois l'impression d'être observés. Ils se font mutuellement plusieurs fois la remarque, mais quand ils regardent derrière eux et autour d'eux en règle générale, il n'y a rien. Mathieu précise qu'ils sont trois hommes. On imagine donc après leurs études, on va l'imaginer vers la vingtaine. Donc comme il le dit, bien les trois hommes dans la vingtaine, des grands gaillards, ils peuvent se défendre, ils sont en confiance, ils ont pas vraiment peur quoi. Ils se sentent quand même observés et même si ça leur fait pas peur à proprement parler, ça les dérange et on peut totalement les comprendre. Après donc une bonne heure de marche en dehors du sentier, nos amis tombent sur une sorte de clairière avec une chapelle en mauvais état au loin. Joe prend les choses en main et leur propose de s'installer là. Après tout, c'est un spot parfait et il dit aussi qu'il pourrait même profiter de la chapelle pour aller y faire une petite visite nocturne. Vous sentez là? Vous sentez l'idée nulle du thread d'horreur? Oui, comme à chaque fois, nos amis, eux, bon, ils se disent juste ils vont visiter, ils savent pas, mais vous savez très bien, vous, que si aujourd'hui l'histoire finit dans un thread d'horreur, vous savez que c'est une mauvaise idée, vous savez que ça va tout simplement mal se passer. C'est comme ça. De leur côté, ils étaient sortis de leur parano de se sentir observés. Donc, encore une fois, pourquoi pas? Ils étaient sortis de la forêt, il y avait une belle clairière, ils étaient encore plus rassurés et confiants. Alors, ils acceptent tous l'idée de Joe et s'installent ici même. Les trois protagonistes montent alors leur tente respectives, gonflent leur matelas, ils mangent un petit bout comme leur habitude avant juste de partir chacun de leur côté pour ramener du bois, pour allumer le fameux feu de camp du soir. Et oui, sans feu de camp, c'est pas un bon campement. C'est pas une bonne soirée, on le sait tous. Ce petit feu qui rajoute une bonne ambiance, qui rajoute de la chaleur, ça fait tout, absolument tout sur un campement.
En partant chercher du bois, Mathieu ressent la même impression qu'auparavant. Il se sent observé, épié. Il se surprend lui-même à avoir des frissons dans le dos, une sensation d'inconfort et d'insécurité. Jusqu'à maintenant, on peut y voir une explication rationnelle. Effectivement, au début, les trois ils sont rentrés dans le bois, ils ont eu cette sensation de se faire épier. Ensuite, ils sont sortis du bois pour être à une clairière, et à cette clairière, ils sentaient plus ce sentiment d'insécurité. On peut se dire que ce sentiment était lié donc à la forêt, même s'ils connaissent bien les forêts, même s'ils ont fait souvent ça, peut-être qu'ils ont plus l'habitude, peut-être qu'ils se sentaient un petit peu observés à cause de ça, et puis voilà, c'est tout. Et là, ils retournent dans cette forêt, il y retourne en plus seul, donc on peut se dire bah c'est à cause de ça, voilà, c'est tout. Mais vous allez voir, ça s'arrête pas là. Notre ami Mathieu se retourne constamment pour vérifier que personne ne le guette au loin. Le bois est assez dense, mais il fait encore jour. Ils sont actuellement au crépuscule et c'est selon Mathieu censé être reposant et beau, pas angoissant comme c'est le cas ici. Compte tenu de son ressenti, Mathieu retourne vite au camp et c'est le premier de nos trois amis à y être retourné. Il observe autour de lui et il se rend vite compte qu'il y a une chose qui est pas normale, du moins une chose qui a changé depuis qu'ils sont arrivés. La chapelle n'a plus l'apparence qu'elle avait quand nos amis sont arrivés. Elle a l'air bien plus grande et dans un état encore plus délabré qu'à leur arrivée. Il en fait part à ses amis, Alan et Joe, à leur retour au camp, mais aucun d'entre eux ne vont dans son sens. Il est pourtant sûr de lui. Ça l'a même choqué sur le moment, mais bon, il laisse couler tout en gardant cette observation en tête. Ils s'ouvrent donc tous une bière, ils allument le feu et commencent à refaire le monde ensemble autour de ce magnifique feu de camp. On connaît tous ces moments-là. Ces moments où tu te retrouves avec tes potes, t'es en soirée, peu importe où, que ce soit chez ton pote, comme là nos amis en forêt, peu importe où, mais on connaît tous ce moment où il est un petit peu tard, voilà, tu bois un petit peu d'alcool, t'es dans le mood et tu refais le monde, tu discutes de plein de choses et c'est trop cool. C'est mon rôle de vous dire que eh bien, l'alcool se consomme avec modération. Faites attention, vous allez le voir plus tard dans l'histoire, nos amis vont être un petit peu alcoolisés, donc faites attention à vous. Là, c'était des amis qui n'étaient pas au volant, rien, c'était dans une petite forêt, en soirée tranquille, ça va, mais faites attention. Ayez déjà au moins 18 ans, et attention à votre consommation, ça peut être dangereux. Après quelques bières, nos amis sont tous, selon Mathieu, modérément alcoolisés. Vient alors un bruit qui surgit de derrière leur tente, une sorte de craquement bruyant que nos trois amis entendent tous bien clairement. Alan se lève pour aller voir ce que c'est, ce fameux bruit. Il fait le tour des tentes et crie pour annoncer comme une menace. Mathieu et Joe le rejoignent en courant. Et là, l'effroi. La chapelle au loin est éclairée. Mathieu alors nous l'a décrit un petit peu sur le moment. Il y voit des lueurs, des scintillements, comme si elle était éclairée par un feu, ou plus précisément par des torches. L'espace de quelques minutes, ils restent tous les trois tétanisés par la peur, plus stupéfaits que jamais. Nos trois héros alors se questionnent sur ce qu'ils allaient faire et finalement ça y est, ils ont décidé. Ils vont aller voir d'un petit peu plus près. Ils nous précisent qu'ils ne voulaient pas partir, s'enfuir sans avoir eu un minimum de réponses concrètes. On peut se dire que c'est une mauvaise idée, mais en étant totalement honnête avec vous, je pense que j'aurais été du style d'aller voir aussi. Tu sais que c'est un peu dangereux, mais moi j'aurais eu ma curiosité avec mes potes. Tu dis allez, un peu d'alcool, t'es avec tes trois potes, enfin tes deux potes, vous êtes trois, vous êtes en bonne forme. Je pense que j'aurais été aussi moi curieux d'aller voir. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous y serez allé ou pas. Ils s'approchent donc lentement. La chapelle était à une centaine de mètres de leur campement. Par ailleurs, un autre phénomène étrange qu'ils ont constaté, c'est que plus ils s'approchaient, plus la chapelle semblait immense. Bon, là on est d'accord, c'est un phénomène totalement naturel. De loin, les choses paraissent plus petites. Et de près forcément plus grande. On a souvent ce truc sur, vous savez quand t'es au milieu de l'océan et que t'as une côte un peu au loin, plus t'es loin, tu sais au début elle te paraît un peu proche et quand tu te rapproches elle te paraît de plus en plus loin. C'est un phénomène totalement naturel, ben là c'est un peu le phénomène des grandeurs, en vrai y a rien de paranormal, c'est normal quoi. En arrivant à une dizaine de mètres de la grande porte de cette chapelle, les lueurs se sont brusquement éteintes, comme avalées par la nuit qui les entoure, pour laisser place au glas du clocher. Sans même le besoin de se concerter, Mathieu, Alan et Joe ont tourné les talons et ont couru à leur tente aussi vite que possible. Pendant leur course effrénée, ils entendent des ricanements rauques qui s'ajoutent au vacarme des cloches de la chapelle. Arrivés au campement, ils ont voulu ramasser leurs affaires mais ils ont rapidement été interrompus par des silhouettes capuchées qui se rapprochaient de leur campement. Silhouettes qui provenaient, vous vous en doutez, de la chapelle. Finalement, ils ont pris une bonne décision. Ils n'ont pas pensé directement à rassembler leurs affaires, ils ont juste pris le nécessaire et ils ont pris leurs jambes à leur cou. Sur le chemin retour vers leur voiture, ils ont entendu des cris stridents, des claquements, des bruits assourdissants venant de partout autour d'eux. Mathieu nous décrit l'ambiance en disant qu'ils avaient l'impression que la forêt elle-même ne voulait pas d'eux, comme s'ils étaient de trop et que la forêt voulait les faire fuir. Ils se sont encore une fois sentis oppressés,
observer et chasser de la forêt tout au long de leur trajet jusqu'à la voiture. Mathieu nous précise que, heureusement pour eux, on tient à le dire, ils n'ont absolument rien eu. Pas de dommages physiques, rien. Seulement un bon gros trauma et encore une fois, c'est totalement compréhensible. Après avoir mis cette expérience en commun tous les trois le même soir dans l'appartement de Alan, eh bien ils n'ont pas vraiment compris ce qu'il s'était passé. Mathieu rajoute que c'est encore le cas aujourd'hui. Ils n'ont aucune réelle explication ou certitude sur ce qu'il s'est passé. Mais c'est pas encore fini. Une autre chose troublante va leur arriver. Le lendemain, et c'est un petit peu normal, ils ont décidé en pleine journée de retourner sur le lieu pour récupérer leurs affaires, parce qu'ils ont laissé quasiment tout en fait sur place. Bon, je dis c'est normal, mais en vrai, bien conscients les mecs. Ils ont peut-être potentiellement failli crever par une secte, on en reparlera en fin de la vidéo, mais ils décident quand même d'y retourner. Ils ont pas appelé, je sais pas, bon, tu peux pas appeler les flics pour ça, mais ils se sont pas dit on appelle encore plus de potes, on y va tous ensemble. Non, ils retournent comme ça, à trois, bien inconscients. Mathieu nous dit qu'ils sont quand même venus, entre guillemets, armés. Alors on sait pas trop quoi, mais on sait qu'ils sont pas venus juste avec des poings pour se défendre. Ils ont quelque chose d'autre. Bon, au moins ils sont un peu plus en sécurité, mais ça n'en reste pas moins inconscient. Nos trois amis ont baroudé des heures dans la forêt et ils ont été incapables de retrouver la chapelle, incapables de retrouver le chemin qu'ils ont pourtant emprunté la veille, incapables de retrouver leur campement et leurs affaires. Mathieu tient bien à nous dire que les trois amis connaissaient la forêt par cœur, qu'elle n'est pas non plus énorme et qu'en plus de ça, ils n'avaient pas marché hyper longtemps pour trouver leur coin. Donc c'est aussi selon lui inexplicable. Voilà pour cette histoire. Alors moi il y a pas mal de choses que je trouve bizarres et du moins incohérentes. La première, c'est apparemment, en tout cas selon le récit, là je vous l'ai un peu réécrit, mais selon le récit, tu sens à travers ces lignes, ils avaient l'air de vraiment de connaître par cœur cette forêt. S'ils la connaissaient par cœur, pourquoi ils avaient jamais eu conscience de cette clairière? Pourquoi, par-dessus tout, ils n'avaient jamais eu conscience de cette chapelle? Et pourquoi le lendemain, ils n'ont pas réussi à trouver cet endroit? Alors qu'ils ont, semblerait-il, pris le même chemin. Je trouve que c'est un petit peu bizarre, je veux dire, même si on verrait quelque chose de paranormal, c'est bizarre qu'un tel endroit est apparu comme ça, de manière surnaturelle, et disparu le lendemain. Ça, personnellement, j'y crois pas trop. Mais c'est bizarre qu'ils n'ont pas réussi à retrouver cet endroit. Je veux dire, les mecs capuchés, ils n'ont pas déplacé la chapelle à bout de bras. Je veux dire, apparemment, en tout cas, elle était très grande. Donc c'est bizarre. Mais en tout cas, moi, clairement, ce que cette histoire m'évoque, et dans les commentaires, c'est ce que une personne a dit, ce que ça m'évoque, c'est tout simplement une secte. Hein. Je veux dire, une chapelle abandonnée avec des mecs capuchés et que ça s'allume avec des torches. Faut pas être Einstein pour comprendre que ça semblerait être une secte. Mais en tout cas, bien flippant. Tu te fais courser par des mecs capuchés, t'entends des rires bizarres, t'entends le bois qui craque derrière toi. Flippant sa race. Non, franchement, je l'ai mis parce que je me mets à leur place. J'avoue que j'ai jamais vraiment fait de camping sauvage, mais j'adorerais en faire. Et ça, c'est une de mes plus grandes peurs. T'es là, tu campes, vous êtes pas beaucoup, vous êtes genre 2-3 potes. Et là, t'as des gens capuchés, des rires, des torches, Ah, la boule au ventre. Dites-moi si vous, ça c'est un truc qui m'intéresse vraiment, dites-moi si vous, le camping sauvage, ça vous intéresse, si vous en avez déjà fait, ou si vous aimeriez en faire. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais j'avoue que à cause des threads d'horreur même avant de faire des vidéos, j'en consomme certaines fois, notamment ceux de Squeezie à l'époque, ou l'histoire de Léo, que j'adore. Et puis, ce que je lis aussi sur Reddit, moi, ça me fait peur. Voilà, j'ai débloqué un truc qui me fait un petit peu peur. On est parti pour la deuxième et donc la dernière histoire de cette vidéo qui, pour rappel, est arrivée à ma copine, donc qui est par procuration bien mon histoire préférée des deux. Vous allez le voir, elle est courte, c'est un petit truc vite fait, mais elle est bien flippante. Petit contexte, vous allez voir une vidéo et une image que j'ai filmée avec mon téléphone, car ça s'est passé à une maison pas très loin de chez moi. Je tiens à vous dire que je n'ai ni filmé le nom de la personne, ni rien, j'ai pas filmé les alentours, j'ai vraiment filmé juste la cour de la maison pour, dévoiler absolument rien de la vie privée de la personne. Je me suis permis de le faire car vous allez voir dans l'histoire, vous allez voir à la fin, personne ne vit actuellement dans la maison, donc je me suis permis de le faire. J'ai trouvé pas ça incorrect de prendre juste une maison comme ça en passant, sachant qu'il y a personne dedans. Je me suis permis, mais voilà pour le contexte. Ça commence un soir de décembre, entre 18 et 19h. Ma copine, qu'on va pour l'histoire appeler Juliette, et vous l'aurez compris, c'est un prénom totalement inventé. Hein. Juliette travaille en tant qu'aide à domicile. Son métier consiste globalement à faire plein de choses. Ça va de la garde d'enfants, ça va un petit peu de l'accompagnement pour les personnes âgées. Des fois, elle va juste chez les personnes âgées ou jouer au triomino. Des fois, elle y va pour faire à manger. Des fois, elle y va pour faire du repassage, de la vaisselle, pour préparer les repas du lendemain de la personne. Des fois, elle y va pour emmener la personne faire des courses. Des fois aussi, elle fait du ménage. Ça fait plein de choses différentes. Voilà. Au final, en fait, elle intervient à domicile pour aider les personnes qui en ont besoin. Ce soir de décembre, elle va se rendre à 10 minutes de chez nous, chez une dame assez âgée et malade, que l'on va appeler Madame
M. Juliette se rend donc chez Madame M pour une prestation qui consiste à lui faire un repas, l'aider à manger, prendre ses médicaments et l'emmener se coucher et partir une fois que tout cela est fait. Juliette nous précise que cette dame, à ce moment-là, était vraiment particulièrement pas en forme. En fait, elle nous dit que ça peut arriver, voilà, chez les personnes âgées, qu'un jour elle y va, ils sont en forme, le lendemain ils sont pas vraiment en forme, et des fois pendant quelques jours ils vont pas être en forme, et du jour au lendemain ça va aller mieux. Bah, c'est normal, ça dépend bien de l'état de forme de la personne, l'état de fatigue, l'avancement de la maladie, ça dépend de beaucoup de choses. Ce soir-là, Madame M n'était pas vraiment bien. Autre précision, je vous ai bien dit que c'était un soir de décembre parce qu'il est 17h. Mais un soir de décembre à 17h, il commence à faire nuit. Et quand elle part à 18h, parce que c'est 1 heure de prestation, bah, il fait complètement nuit. C'est un petit détail pour le contexte, qui est important parce que vous allez comprendre avec toute l'histoire pourquoi c'est vraiment flippant. Parfois, cette dame parlait de choses incompréhensibles pendant le repas, alors qu'elle ne mangeait pas vraiment, mais Juliette avait l'habitude de ce genre de situation. Donc, eh bien, elle a su gérer cette situation parfaitement. Juste que ça a attristé Juliette de voir Madame M comme ça, parce que c'est une dame très agréable et très douce. Donc la voir pas en forme, ça l'a un petit peu attristé et on peut totalement comprendre. Après le repas, encore une fois que Madame M n'a pas vraiment consommé, il est l'heure pour Juliette d'emmener Madame M au lit. Elle a pris ses médicaments et c'est le moment d'aller la coucher. Et c'est là que les 2 principaux événements vont arriver et ça va être vraiment flippant. Dans le long couloir, avant de se rendre dans la chambre, Madame M dit qu'elle voit un homme grand et sombre au fond du couloir. Juliette se retourne et ne voit absolument rien. Vous vous en serez douté, bien évidemment. Mais le plus terrible vient juste après, parce que Madame M précise que ce n'est pas un inconnu, c'est son mari qu'elle voit et qui se tient au fond du couloir près de sa chambre. Mari qui, vous vous en doutez, depuis un certain temps, est décédé. Sur le coup, Juliette panique énormément, mais reste professionnelle et conduit Madame M jusque dans sa chambre pour qu'elle aille se coucher. Juste au moment d'entrer dans la chambre, Madame M dit que son mari décédé se trouve cette fois-ci sous le lit et que ce dernier la regarde fixement. Juliette donc va rassurer Madame M sans grande conviction parce que c'est d'abord elle-même qu'elle doit se rassurer et puis va la conduire au lit. Elle l'allonge, elle s'assure qu'elle est en sécurité, qu'elle est bien couchée, qu'elle est bien bordée et ensuite, eh bien, elle part. Et elle raconte, du moins à ses supérieurs, avant de partir de cette maison-là, juste elle part de la chambre, elle raconte à sa supérieure ce qui vient de se passer, parce que c'est hyper flippant, sa supérieure la rassure, et tout va un petit peu mieux. Après avoir raccroché, dans une ambiance assez lourde, sombre et effrayante, elle vérifie une dernière fois que Madame M va bien. Et c'est le cas, alors elle peut repartir après 18h, fin de sa prestation. En rentrant chez elle, Juliette se précipite pour tout raconter à son copain, qui, 1 an et demi après, fera un petit thread d'horreur pour faire un max de vues et de likes sur son histoire. Non, c'est pas ce que vous pensez. Pour vous donner des petites précisions, et là, bon, voilà, je dis avec le sourire parce que je viens de faire une petite blague, mais c'est pas drôle. Je vous donne un petit peu des nouvelles parce que c'est ça qui est bien avec les histoires qui est arrivées du coup à mes proches ou à moi-même, c'est que je peux vous donner des nouvelles. Ma copine va confier qu'elle se sent un petit peu coupable. Elle s'est sentie longtemps coupable alors qu'elle n'y pouvait rien, mais elle s'est sentie longtemps coupable parce qu'en fait cette fameuse Madame M, le lendemain, alors si vous voulez, ma copine y allait tous les soirs et une collègue à elle y allait tous les matins parce que c'est une personne qui était assez malade, donc il fallait s'assurer 2 fois par jour que cette Madame M allait bien. Il fallait que quelqu'un soit là pour l'assister le midi, pour le repas, pour bien la sieste du midi parce qu'elle fait une sieste l'après-midi, et quelqu'un le soir également. Et Juliette, ma copine, nous raconte que le lendemain matin, sa collègue a retrouvé Madame M allongée dans le couloir, voilà, elle s'était évanouie, elle était tombée dans les pommes, elle a été conduite à l'hôpital et elle s'en est voulu parce qu'elle se dit mince, j'aurais dû voir que ça allait pas bien, mais en fait, elle l'a vu, elle a appelé sa supérieure, sa supérieure lui a dit qu'elle pouvait partir, elle pouvait rien faire de plus. Mais vous savez, dans ces métiers-là, sachant que c'était un petit peu les débuts, maintenant c'était un petit peu, voilà, c'était dans les débuts de son boulot, donc fallait qu'elle apprenne à gérer ça mentalement. Mais voilà, elle s'en est longtemps voulu pour ça, à tort, parce que, encore une fois, elle pouvait rien faire. Petite nouveauté, comme je vous ai dit au début de vidéo, Madame M ne vit plus dans cette maison parce qu'elle est actuellement beaucoup trop malade et elle est prise en charge à l'hôpital depuis un certain temps maintenant. En fait, elle a fait beaucoup d'allers-retours hôpital chez elle. Et aujourd'hui, ma copine n'a plus cette cliente en charge le soir. Donc c'est signe que elle est à l'hôpital. L'intérieur lui a dit que depuis un certain temps elle est à l'hôpital. On se doute qu'elle n'a plus beaucoup de temps devant elle, malheureusement, pour rester en vie. On lui souhaite donc bien de vivre ces derniers jours mieux qu'elle peut. On lui souhaite de partir de ce monde et de donner son dernier souffle dans la plus grande paix et le moins de souffrance possible. Et puis on lui souhaite une fois qu'elle sera à l'au-delà, de reposer en paix
même si on va pas porter préjudice, elle a encore envie, mais voilà, on lui souhaitera par la suite de reposer en paix, bien évidemment, et de partir encore une fois sans douleur. Et j'espère qu'elle a des proches autour d'elle qui sont là pour l'accompagner. C'est la fin de cette histoire, et par conséquent la fin de cette vidéo. J'espère que la deuxième histoire, même si la fin est vraiment tristoun, vous a plu. Moi je doute que ça m'affecte un petit peu parce que voilà, ma copine me l'a décrit comme une personne vraiment gentille, vraiment douce, jamais désagréable. Et bah voilà, ça lui a fondu le cœur de l'imaginer au sol, évanoui, et aujourd'hui à l'hôpital. Mais c'est comme ça. C'est le métier, je pense que toutes les personnes qui regardent ces vidéos qui sont aides à domicile ou même qui travaillent dans un EHPAD ou autre, quand vous voyez des gens partir du jour au lendemain, ça peut vous rendre triste. Et c'est totalement compréhensible. Et force à toutes les personnes qui sont dans ce métier-là. Si vous avez aimé cette vidéo, bah n'hésitez pas à la liker, à commenter. Je vois, je vous ai posé pas mal de questions. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires en citant ma question et en donnant votre réponse par la suite. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie. Je vous avais demandé dans la dernière vidéo de passer les 50 abonnés avant Noël pour que ce soit mon cadeau de Noël. Et vous aviez passé les 50 abonnés pile le 24 décembre. Donc j'étais trop content quand j'étais là, j'étais en train de préparer le repas dans ma famille. Je regardais 50 abonnés. J'étais trop content. Aujourd'hui, on est 56, bientôt 60. Merci à vous. Et puis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!